qu'il y a des questions? Bon. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité du Conseil, merci infiniment. Délibération numéro 4 concernant l'urbanisme réglementaire, la ZAC des Minotiers. Il s'agit d'approuver le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Une petite précision, la taille du dossier étant particulièrement importante, nombreux documents attachés, l'envoi de ces documents a fait l'objet d'un envoi séparé à l'ensemble des conseillers. Chacun a pu néanmoins y accéder. Merci au service pour cela. Et je laisse la parole à Jean Rotolo, qui rapporte en lieu et place du premier adjoint Sam Toscano. Oui, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Là, donc, c'est sur le dossier de la ZAC des Minotiers. C'est l'approbation au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Donc, lors du précédent conseil municipal, nous avons lancé une procédure de déclaration d'utilité publique sur la ZAC des Minotiers. J'avais précisé qu'il s'agissait d'entamer une nouvelle phase de développement et de maîtrise foncière au-delà du foncier public déjà valorisé. Cette procédure suit son cours. Elle est notamment constituée d'une enquête préalable qui sera naturellement suivie d'une enquête publique. Nous vous demandons d'approuver le dossier d'enquête. Merci pour cette présentation très synthétique. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. La délibération numéro 5, l'autorisation donnée à Monsieur le maire d'accorder une remise gracieuse de 3 mois de loyer au bénéfice de Monsieur Elafani. La parole est à Mebrok Boukersi en remplacement de Sam Toscano. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez rappelé dans l'intitulé, Monsieur le maire, Monsieur Elafani Aïssa a pris un logement au centre aéré de Vars. Lors des états des lieux qui a été constaté en 2019, il y avait des travaux qui devaient être à la charge de la ville et pour des rafraîchissements et des cloisons. Suite à ça, par un constat du 10 mars 2022 par les services urbanisme et les services de la ville, il a été remarqué que les travaux à la charge de la ville n'ayant pas été partiellement faits, de plus, M. Elafani a dû refaire ses canalisations d'évacuation et refaire les travaux qui n'ont pas pu être assumés. Donc le service bâtiment de la ville a estimé à environ 2 000 € à la charge de M. Elafani. Suite à cette demande, il a fait une demande le 29 avril 2022 pour solliciter une compensation financière. Donc considérant que la ville n'a pas réalisé les travaux, considérant que le locataire a pris en charge financièrement ces travaux, il a été... je vous soumets un loyer gracieux de 1 993 € par 3 mois à hauteur de 664 €. Merci, Monsieur le maire adjoint. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Sur l'aménagement urbain et les projets de ville, il s'agit de m'autoriser à signer la convention de cofinancement des études préalables nécessaires à l'intervention de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, la requalification du centre commercial Arc-en-Ciel. La parole est à Mebrok Boukersi. Oui, il a été rappelé que des réflexions et des études engagées dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur le secteur de l'ancien collège Île-de-Mars, notamment sur les requalifications du centre commercial Arc-en-Ciel, et essayer de maintenir le commerce de services de proximité. En avril 2022, le conseil municipal a confié à l'EPLF la mission de poursuivre le portage immobilier sur ce lot. Des scénarios urbains en cours d'étude par le cabinet Techné et SPL Sage portent plusieurs options. La requalification du centre commercial ou la relocalisation de ce centre même. Donc, il est rappelé que je vais vous donner la mission qui sera confiée à un groupement du cabinet pour une somme de 26 640 € TTC, comportant le diagnostic du tissu économique, l'analyse du marché potentiel, des préconisations et ainsi que des études immobilières. Comme vous le savez, le centre commercial Arc-en-Ciel a été identifié depuis le début du mandat comme une zone à requalifier. La dynamique du commerce au sein de notre collectivité est un atout fort, notamment sur cette zone qui se dégrade un petit peu. Il a entrepris plusieurs expropriations.
L'objectif à terme est d'y proposer une offre de services de santé. Une pharmacie et un cabinet d'infirmiers y est déjà présent. Des discussions ont lieu avec les porteurs de projets pour la création d'un centre de santé. Voilà. Tout est très bien résumé. Est-ce qu'il y a des observations? Non, donc vous voyez que le projet s'engage de façon plus avancée avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est une agence de l'État, hein, tout simplement pour permettre, encore une fois, d'avancer sur ce projet de centre de santé, ouvert à tous, notamment aux habitants des QPV, avec tiers payant généralisé, donc tant de sujets qui sont importants à une période où les questions d'accès à la santé sont véritablement posées pour toutes et tous. Donc voilà, nous avançons sur ce projet. Y a-t-il d'autres demandes? Non. Non. Alors je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité sur ce beau projet. Délibération numéro 7. Et c'est Rémi Besançon qui la rapportera en lieu et place du premier adjoint. L'autorisation donnée au maire de signer la convention de géoservice portant le règlement de mise à disposition de l'application cartographique d'aide à la gestion de crise. Merci Monsieur le maire. Oui, donc en effet, pour une meilleure coordination entre les interventions communales et métropolitaines, les services risques de la métropole ont développé une application web de cartographie et souhaitent la mettre à disposition des 49 communes métropolitaines. Donc c'est pour notre commune un outil supplémentaire de prévention des risques, mais aussi et surtout un formidable outil d'aide à la décision sur des situations de crise qui vont compléter nos outils de gestion de crise qu'on a déjà en interne. La rénovation de cette salle du conseil municipal, qui est la cellule de crise, a aussi été pensée dans ce cadre-là. Cette mise à disposition du portail cartographique est consentie à titre gracieux par la métropole. Elle va donc prendre effet à la date de la signature de la convention et prendre fin au 31 décembre 2022, ce qui correspond en fait à la période de déploiement en mode test, puisque la commune de Pont-de-Claix a été retenue comme ville pilote. Et ensuite, à compter du 1er janvier 2023, cette mise à disposition du portail s'inscrira dans un cadre plus large d'une offre de mutualisation risque et résilience qui est actuellement en cours de définition avec les services de la métropole. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire de signer cette convention de géoservice avec la métropole. Merci infiniment. Y a-t-il des demandes de précision? Prise de parole, il n'y en a pas. Alors je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Délibération numéro 8, et c'est Delphine Chemery qui la rapporte en lieu et place de Sam Toscano. Versement d'une subvention pour soutenir des travaux de Lisa Aubray dans le cadre du devoir de mémoire. Delphine Chemery. Bonsoir. Lisa Aubray, ancienne conseillère du président Obama, a participé aux commémorations sur la traite de l'esclavage à Pont-de-Claix. Elle est reconnue pour ses travaux sur la traite négrière et est professeure associée à l'Université d'Arizona. La ville de Pont-de-Claix souhaite apporter son soutien aux travaux sur la mémoire conduits par la chercheuse sur la traite et l'esclavage qui contribuent à mettre au jour les crimes passés et à entretenir leur mémoire. Pour ce faire, elle souhaite apporter une contribution à l'édition de son prochain ouvrage. Les actions conduites en France autour de cet ouvrage sont portées par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire. Cet organisme est partenaire de la ville de Pont-de-Claix dans l'organisation de la commémoration du 10 mai. Il est décidé de leur octroyer une subvention de 500 €. Merci. Je rappelle que les travaux de Lisa Aubray portent notamment sur l'origine de la traite négrière depuis le Cameroun. Et elle avait fait une conférence absolument remarquable il y a quelques années de cela. Donc, elle est toujours la bienvenue. Et c'est toujours un plaisir de la voir. Elle était la dernière fois à la commémoration de l'esclavage, de la lutte contre l'esclavage. Il y avait la sous-préfète Madame Lacroix. Je mets aux voix s'il n'y a pas de questions. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Sur la culture, Maxime Linfosier en remplacement de Sam Toscano pour une autorisation de déposer un dossier de demande de subvention à la DRAC.
Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. C'est effectivement une délibération qu'on a l'habitude de prendre chaque année pour demander le soutien de l'État et notamment de la direction régionale des affaires culturelles sur les projets d'éducation artistique et culturelle que nous portons sur le territoire à destination des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Et en l'occurrence, nous faisons la demande d'une subvention de 27 000 €. Une demande, mais très régulièrement, ces demandes sont accordées et témoignent notamment du soutien de l'État, de la reconnaissance du travail qui est effectué par les services municipaux en matière d'éducation artistique et culturelle. Je le rappelle, c'est l'ensemble de nos enfants, de nos scolaires, des enfants qui fréquentent notamment les centres de loisirs, qui bénéficient de tout le travail qui est mené. Il y a eu le lancement de la saison culturelle hier soir à l'Amphi. Et donc voilà, ça mène aussi tout ce travail-là, fait en partenariat notamment avec les associations culturelles sur notre territoire. Merci. Y a-t-il des demandes de précision? Je le dis, pour une ville de 11 000 habitants, nous bénéficions de subventions importantes de la DRAC, ce qui témoigne encore une fois de la vitalité de notre action culturelle. Maxime Nafouzi l'a très bien dit, notamment en termes de médiation artistique, qui est un élément majeur à destination de toutes et de tous, et notamment des plus jeunes, que ce soit sur le spectacle vivant, les arts plastiques, la musique, la lecture publique. Nous sommes évidemment sur l'ensemble des sujets. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Merci. Maxime Nafouzi, sur son domaine de compétences propre, sur les finances, la décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville 2022. Merci, monsieur le maire. Effectivement, donc décision modificative numéro 2, nous avions pris au mois de juin ou avril dernier une première décision modificative qui était de l'ordre d'une DM technique. Et en l'occurrence, cette décision modificative est beaucoup plus importante que ce qu'on a pu voter les années précédentes notamment, et qui vient confirmer le contexte d'incertitude dans lequel nous nous trouvons. Nous l'avions dit au moment du débat d'orientation budgétaire, nous l'avions répété au moment du vote du budget, et toutes les incertitudes qui pèsent notamment sur l'élaboration et la construction des budgets des collectivités territoriales depuis quelques années, et en corrélation notamment avec l'effort fait par la collectivité pour porter toujours plus fortement les politiques publiques pour à la fois protéger, accompagner et soutenir nos concitoyens qui en ont grandement besoin ces derniers temps. Donc cette décision modificative fait apparaître notamment des dépenses de fonctionnement de plus d'1 million d'euros et des recettes de fonctionnement de 679 000 €, donc un écart de 400 000 € qui pourrait nécessiter un emprunt supplémentaire. Néanmoins, on ne porte pas forcément de jugement encore aujourd'hui puisque le budget n'est pas totalement réalisé, et nous verrons si cet emprunt devra être réalisé. Ce qu'on peut retrouver très rapidement sur notamment sur la section de fonctionnement, c'est que des recettes exceptionnelles sur les droits de mutation qui nous ont été notifiés par l'État, sur l'encaissement de l'avancement des résultats sur la concession 120oise à hauteur de 421 000 €, et sur une dotation supplémentaire de la caisse d'allocation familiale, notamment au travers du contrat territorial globalisé qui vous a été présenté lors d'un dernier conseil municipal, à hauteur de 148 000 €. Nous avons également une baisse du produit attendu en matière d'assurance de moins 142 000 €, ce qui était prévu, donc qui témoigne aussi du travail qui a été réalisé à la fois par le service RH et la prévention, le service prévention, pour faire diminuer le nombre d'accidents de travail dans la collectivité. En matière de dépenses de fonctionnement, pour plus d'1 million d'euros, on retrouve deux points structurants, à la fois liés à la hausse de la masse salariale, qui correspond notamment à des décisions prises par le gouvernement, qui fait peser sur notre budget une augmentation de 600 000 €. On retrouve notamment dedans la revalorisation du point d'indice à hauteur de 260 000 € qui a été effectif au 1er juillet 2022. Plus des dépenses liées notamment à des engagements pris par la municipalité, notamment au travers de la prime annuelle pour 30 000 € ou de l'indemnisation du compte épargne-temps à hauteur de 25 000 €. C'est des sujets qu'on avait déjà abordés par le passé.
Il n'y a pas le sujet du RIFSEP qui vous sera présenté tout à l'heure pour 200 000 euros, mais qui sera notamment porté dans le cadre du budget 2023. On retrouve également une subvention à l'attention de l'EHPAD à hauteur de 300 000 euros pour permettre de rééquilibrer le financement de l'EHPAD. Vous avez notamment les raisons évoquées sont le choix de remplacer le personnel absent. Ça a été notamment l'objet d'un débat en conseil municipal. Et donc le fait de remplacer ce personnel absent nous fait recourir à davantage d'intérim dans un contexte donc de tension sur le personnel soignant. C'est un choix que nous portons et que nous assumons, on nous l'a déjà dit. Et plus largement, c'est encore sur les 3 sections que constitue le budget de l'EHPAD, à la fois le soin, la dépendance et l'hébergement. Je tiens à rappeler que 92% du déficit est constitué donc par les sections de dépendance et de soins, relevant des compétences à la fois de l'ARS, donc de l'État, et du département. Et dans le cadre des discussions qui seront portées, notamment dans le cadre du CEPOM, on essaiera notamment de revoir ce modèle pour faire en sorte que tout ne repose pas évidemment sur notre collectivité. C'est un vrai sujet de société. Sur la section d'investissement, on a quelques dépenses, notamment sur le raccordement du boulodrome et du centre technique municipal avec le réseau de chaleur. C'est des travaux qui sont en cours actuellement. Et l'achèvement de l'opération du pôle petite enfance qui a ouvert ses portes fin août et dont l'inauguration aura lieu le 19 novembre prochain. Sur des recettes en investissement, on trouve notamment la dotation de soutien à l'investissement local, donc le soutien de l'État pour 2 projets, le raccordement du réseau de chaleur et du centre technique municipal, et la rénovation de l'éclairage public qu'on avait lancé cette année notamment. Et donc on a des recettes de l'État à hauteur de 309 000 euros. On a été une notification notamment sur ce qu'on appelait dispositif des maires bâtisseurs. On avait prévu 400 000 euros de recettes et l'État nous a notifié 230 000 euros. Donc c'est encore des éclaircissements à avoir. Notamment, on n'a pas à ce jour les explications précises de l'État sur les recettes qui nous ont été versées. Voilà pour cette décision modificative. Elle n'est pas neutre, elle nous pousse encore une fois à agir à la fois en responsabilité et en maîtrise pour porter plus fortement les politiques publiques sur notre territoire, pour encourager l'investissement sur notre territoire et transformer la ville, mais en même temps d'avoir un regard précis, fin sur l'utilisation de l'argent public pour respecter notre budget. Et ça fera notamment l'objet de nombreux échanges que nous aurons dans les prochaines semaines, notamment au travers du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget. Voilà pour le sujet, monsieur le maire. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique et complète de cette DM. Est-ce qu'elle appelle des observations? Elle est importante. Peut-être qu'elle en appelle, non? Bien. Alors, je vous propose de passer aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité sur cette DM2. Je vous propose de passer à la DM numéro 1 du budget annexe Régie de transport. Maxime Dinfouzi. Oui. Je ne l'ai pas abordé volontairement dans la décision modificative numéro 2 de la ville, mais il y a le versement notamment d'une subvention à la régie de transport en matière de dépenses de fonctionnement pour venir à hauteur de 10 000 euros sur notre chapitre 011 pour faire face à l'augmentation du recours aux prestations extérieures qui compense notamment la panne d'un de nos 2 bus de la régie. Donc, sujet important, et nous travaillons également avec Mébrogou-Quercy, avec Michel Langlais, pour faire en sorte de redéployer à la fois les moyens en matière de régie de transport sur notre territoire et prendre aussi en conséquence à la fois les engagements que nous avons pris dans le cadre du plan Air Énergie Climat. Et 2 000 euros supplémentaires en termes de charges de personnel pour financer les décisions statutaires, notamment la revalorisation du point d'indice, puisqu'il y a des 4 agents de la collectivité qui émanent notamment en termes de salaire sur la régie de transport. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Merci infiniment. Le remboursement d'un tableau endommagé lors d'une exposition, Maxime Dinfouzi.
Oui, il y a eu un tableau donc, endommagé lors d'une exposition et donc on se doit de rembourser à Monsieur Blanc les frais de réparation à hauteur de 177,40 €. Ça s'appelle des observations? Non. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté, merci. Une autorisation de nommer de signer une convention avec la préfecture afin de recevoir une subvention de l'ANCT pour le recrutement d'un adulte relais pour une mission de médiation scolaire sur le quartier Île-de-Mars Olympiade. Maxime Linfosi. Oui, donc c'est un sujet qu'on a déjà évoqué au conseil municipal. On est au carrefour à la fois des politiques éducatives et de la politique de la ville. Et la volonté notamment de signer une convention avec l'État pour nous permettre le recrutement d'un médiateur scolaire sur le quartier des Îles-de-Mars Olympiade. Donc vous avez notamment la durée du contrat de 36 mois et le profil de la personne recrutée, qui doit être âgée de moins de 26 ans et habiter notamment un territoire QPV de la métropole, voire au-delà de la métropole. Et son objectif est à la fois de travailler sur le renforcement du lien entre les familles et les deux écoles élémentaires qu'il y a sur le territoire Île-de-Mars Olympiade, de faciliter les apprentissages et notamment dans l'accompagnement à la scolarité, c'est un sujet qu'on abordera dans d'autres délibérations, de venir en soutien notamment au service jeunesse en lien avec les lycéens, travail qui est mené par Nader Dridi actuellement, et de travailler à la fois sur des projets de citoyenneté ou dans le cadre des vacances apprenantes, un dispositif qu'on met en place sur une ou deux périodes scolaires pour venir en soutien de nos élèves sur le territoire. Voilà, monsieur le maire. Merci. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté. La 15, il s'agit de m'autoriser à signer une convention sur le programme de réussite éducative de 16 ans avec la métropole. Ah, j'ai oublié la 14, pardon. La CAF, du coup, pour le programme de réussite éducative, mais du coup aussi la 15 avec la métropole pour le programme aussi de réussite éducative de 16 ans. Donc 14, 15, 16, puisqu'après il y a les 16, 18. C'est une délibération récurrente qu'on prend au conseil municipal pour venir chercher le soutien notamment de la caisse d'allocation familiale sur le programme de réussite éducative de 16 ans. On travaille à la fois sur le lien entre les partenaires pour renforcer le rôle de veille et accompagner les enfants dans le cadre de la réussite éducative, de travailler sur les problématiques à la fois d'ordre scolaire, social, familial ou sanitaire, de la mise en place notamment d'accompagnement individualisé, comme ça va être le cas dès la rentrée après la vacance de la Toussaint. Et donc voilà, l'État, la caisse d'allocation familiale vient notamment au travers du CTG en soutien de ce programme. Parfait, merci. Je vous propose de délibérer donc la 14, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La 15. Je serai très court puisque j'ai évoqué les grandes lignes du programme de réussite éducative. C'est signer la convention avec Grenoble-Alpes Métropole, qui est chef de file sur cette question-là. Et donc la mise en place notamment de différents ateliers qui bénéficient à nos enfants en école élémentaire, maternelle et au collège. Et c'est près de 70 enfants qui bénéficient notamment des actions tout au long de l'année pour leur permettre à la fois de réussir leur parcours scolaire, mais plus largement de travailler sur un grand tas de sujets, travailler avec les associations qui se mobilisent aussi pour faire découvrir des activités à nos enfants. Donc voilà, c'est un dispositif important pour permettre aussi à ceux qui ont des difficultés dans leur scolarité de ne pas être mis hors jeu et de les accompagner pour qu'ils réussissent aussi leur parcours scolaire et professionnel à terme. Merci. Sur la délibération 15, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Délibération 16, donc on est là aussi sur le 16-18 avec la métropole. Même logique pour les 16-18 cette année. L'an dernier, il y avait eu 12 ou 13 jeunes qui avaient été accompagnés. Donc le travail là est particulièrement fait notamment avec la mission locale sur ces questions-là. Merci. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Les délibérations 17 et 18 concernent des enfants pontois en classe Ulysse à Échirolles et à Visil. Oui. Donc pour la ville d'Échirolles, donc la convention pour 3 enfants pontois en classe Ulysse pour l'année 2021-2022, c'est une délibération récurrente que nous prenons
Et donc la ville d'Échirolles qui accueille 3 enfants. Et donc la participation de la ville s'élève à 1 248 € par enfant, soit un total de 3 744 € sur cette délibération. Et j'en profite pour Visil. Il s'agit d'accueillir un enfant pontois en classe Ulysse à Visil pour une participation de la ville qui s'élève à 1 264,05 €. Il y a une différenciation en termes de montant par commune. Le travail est engagé aussi pour harmoniser le soutien financier des communes en fonction des jeunes qui sont dans les autres territoires. Voilà sur ça. Je peux profiter de la 19 en même temps. Très bien. Et la 19, donc c'est plutôt autoriser monsieur le maire donc, à accepter le règlement des communes. Donc à l'inverse, on reçoit aussi des enfants d'autres territoires. Et donc d'avoir une convention avec chacune de ces territoires. Auparavant, on prenait une délibération par commune. Et l'idée, là, c'est plutôt d'avoir une délibération globale qui permette d'autoriser monsieur le maire à signer une délibération avec l'ensemble des communes partenaires. C'est ce qu'on appelle la simplification administrative. Voilà. C'est toujours agréable de le voir, c'est bien. Donc je mets aux voix parce qu'il faut voter. Donc la délibération 17, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La 18, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La 19, la 20, pardon. La 19, autorisation donnée au maire de signer la convention de financement d'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles. Oui, je vais... Voilà. Oui, très bien. Donc la convention de financement appel à projet pour un socle numérique dans les écoles. On avait porté une délibération il y a quelques mois de cela pour candidater auprès de l'État pour qu'il puisse nous accompagner sur les questions numériques dans les écoles. Notre dossier a été retenu et donc on a aujourd'hui une délibération à prendre pour finalement concrétiser le travail qui a été fait, cet appel à projet qui nous permettra d'avoir dans chaque élémentaire un espace de travail numérique, de faciliter l'accès au numérique en créant des classes mobiles numériques dans les écoles et d'avoir une gestion centralisée, notamment en lien avec le service informatique. Donc tout cela est un projet de 105 250 € et qui est financé à hauteur de 67%, soit 70 145 €. Donc il y a un travail qui est mené maintenant avec les directeurs d'école pour mettre en place ce projet. Il ne sort pas de nulle part ce projet puisqu'il avait fait notamment l'objet d'une étude particulière entre la ville et le CIPI pour comprendre à la fois les attentes, les besoins que nous avons sur cette question-là. Et ça vient aussi en lien avec le travail qui avait été fait en début de mandature, notamment sur la mise en œuvre de tablettes pour les écoles élémentaires Île-de-Mars et Olympiade. Donc on poursuit le travail autour du numérique. Et derrière aussi un accompagnement auprès des enfants pour qu'ils puissent l'utiliser à bon escient et de la meilleure façon dans un cadre pédagogique. Donc bonne nouvelle puisqu'on on dit régulièrement d'aller chercher aussi des financements pour porter nos projets. C'est chose faite sur ce sujet-là. Bien, je vais mettre... Oui, Jérémy Giono. Oui, alors déjà c'est une très bonne chose, on avait déjà eu l'occasion de le dire, parce que je pense qu'on mesure tous le poids que prend le numérique dans nos sociétés, peut-être encore plus après la pandémie qui a joué un peu un rôle d'accélérateur, et du coup que l'éducation s'en mêle plus fortement, c'est une très bonne chose. Moi j'aurais une question néanmoins sur le cahier des charges de cet appel à projet. Quel est le degré de cadrage sur tout ce qui est suite logicielle notamment, qui est imposé entre guillemets aux collectivités dans le cahier des charges de l'appel à projet. En clair, ma question c'est est-ce qu'on est obligé de passer partout par Microsoft ou en fait est-ce que c'est plus ouvert? Je dis ça parce qu'on a quand même un ministère de l'Éducation nationale qui est reconnu comme un bon commercial de Microsoft et qui du coup finalement avoir la matière si vous voulez numérique dans les mains c'est important, mais on voit bien qu'il y a un sujet sur l'ouverture d'esprit à l'utilisation des suites logicielles, des ergonomies des logiciels. Si vous avez dès le plus jeune âge fait que du Microsoft, et derrière vous allez être une sorte de public captif pour cette multinationale, alors qu'il y a beaucoup d'alternatives qui existent sur le libre. Alors évidemment,
tout n'est pas simple à mettre en place, mais voilà, c'était un peu une question sur cet aspect-là, en guise de point de vigilance sur tout ce qui concerne l'informatique, notamment vis-à-vis des enfants, parce qu'on a des multinationales qui savent très bien toquer aux portes des ministères pour imposer leur grille de lecture, on va dire. Merci. Merci. Est-ce que ça appelle d'autres observations? Il y a des réponses à apporter. On indiquera. Donc là, je rappelle qu'on signe une convention de financement appel à projet pour un socle numérique dans les écoles. Donc effectivement, nous préciserons ces éléments-là qui sont importants. Finalement, la place qu'on laisse ou non au GAFA est un sujet. Le vrai sujet, quand même, c'est celui de la fracture numérique aujourd'hui qui existe dans la société, qui est quand même le premier des sujets et qu'il nous faut absolument combattre. Je mets aux voix donc la 19 et je suis bon dans la suite de mes délits. Alors pour moi, c'est la 19. Donc je suis désolé, mais un chiffre 1 et 9, pour moi, c'est 19. C'est pas 2 et 0. Donc, je vais autorisation donnée au maire de signer la convention de financement appel au projet pour un socle numérique dans les écoles. C'est bien celle-là? Bien. Alors, est-elle adoptée? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adoptée. L'autorisation donnée au maire d'accepter le règlement des communes à la fin de l'année scolaire pour les élèves pontois accueillis dans les classes Ulysse et à signer les conventions. Elle a été présentée. C'est la simplification administrative. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. L'autorisation donnée au maire, je ne donne plus des numéros parce que du coup, je ne sais pas si je suis juste ou pas juste. D'adresser le règlement en fin d'année scolaire aux communes d'élèves accueillis dans la classe Ulysse de Pont-de-Clé. Même chose. Bien. Écoutez, c'est mes notes. Donc, moi, je suis bête et discipliné. Oui, très bien. L'approbation de changement de gouvernance de la SPL Sagesse pour une période transitoire. Maxime Nymfosi. Oui, monsieur le maire. Le directeur général de la SPL Sagesse a démissionné, qui avait été recruté au 1er octobre 2021, démissionné avec prise d'effet au 17 septembre 2022, pour assurer cette période transitoire jusqu'au recrutement d'un nouveau directeur général. C'est la métropole qui assure provisoirement les fonctions de président et directeur général. Il s'agit actuellement du maire de Mélan, Philippe Cardin. Bon, voilà. Donc il faut l'autoriser pour qu'il puisse mener cette fonction dans de bonnes conditions en attendant le recrutement d'une directrice générale ou d'un directeur général pour assumer ses fonctions de direction générale. Qui s'oppose, qui s'abstient, merci pour lui. Sur la vie associative, il s'agit de m'autoriser à signer les conventions type pour l'intervention des associations périscolaires et extrascolaires. Oui, monsieur 22. Oui. On formalise le travail qui est mené maintenant depuis plusieurs mois, voire maintenant 2 années avec les associations, notamment en matière de projets éducatifs. Ça avait fait l'objet notamment d'un long débat, d'un long travail mené dans le cadre du projet éducatif de territoire qu'on a voté au mois de juin dernier. Nous avions pris une délibération qui allait aussi dans ce sens-là pour autoriser notamment monsieur le maire à signer une convention pour les interventions des associations lors des temps des vacances scolaires sur les animations de proximité. Et donc là, on formalise aussi ce travail-là dans le cadre des interventions des associations sur le temps du périscolaire et de l'extrascolaire. Donc à ce jour, on a plusieurs associations qui se sont mobilisées pour porter, dès la rentrée, après les vacances de la Toussaint, des actions sur le temps du périscolaire en matière de politique sportive, en matière de culture, on en parlait tout à l'heure notamment, et idem sur l'extrascolaire, donc avec le délégataire notamment Alpha 3A ou auprès des clubs entre eux. Donc voilà, c'est une belle avancée, ça souligne aussi le travail qui est mené depuis plusieurs années. Moi, je tiens à remercier une nouvelle fois les associations qui s'engagent plus loin, de manière plus loin que finalement le travail qu'ils mènent dans leurs associations. Donc c'est quelque chose d'important à souligner. Merci beaucoup. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, le versement d'une subvention au soutien au projet pour l'année 2022
à l'association AAA, Amis Artistes Amateurs. Maxime Nafosi. Oui. Nous avions pris, pareil, en début d'année, voté une subvention pour l'association Amis Artistes Amateurs. Et en l'occurrence, on réitère ce soutien à hauteur d'une subvention de 2 000 € pour soutenir les pratiques artistiques et culturelles. On en parlait tout à l'heure au moment de la délibération sur la DRAC. Et donc c'est aussi venir soutenir notre tissu associatif qui œuvre pour permettre à nos pontois d'avoir accès à l'éducation artistique et culturelle, et souligne le travail qui est fait par cette association au quotidien. Voilà, qui a participé notamment aux animations de proximité et aussi au débat lors du PEDT. Merci. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté, merci. Je vous propose d'aller à la 24, le versement d'une subvention de soutien au projet de l'association Sondo Gunga pour l'année 2020. Oui, il s'agit de verser une subvention de soutien au projet donc, pour l'association Sondo Gunga à hauteur de 2 500 €. Ils ont rassemblé et porté notamment une grande manifestation au mois de juin dernier, si je ne dis pas de bêtises, sur la ville, qui a rassemblé plus d'une centaine de participants venus du département et d'ailleurs, notamment sur les questions de capoeira, l'activité capoeira. Donc, ils avaient fait notamment l'objet d'un dépôt de dossier de subvention sur les projets de fonctionnement qu'on avait accompagnés. On leur avait dit, une fois que le projet est réalisé, de venir chercher le soutien de la ville, et c'est chose faite aujourd'hui. Et on les remercie pour le travail qu'ils font, à la fois en matière de pratiques artistiques, sportives et culturelles au travers de la capoeira, mais aussi du travail qui est mené notamment au travers de leur structure, la Casa des Mômes, pour l'accompagnement notamment des enfants et des jeunes pendant les vacances scolaires, ou notamment sur le soutien scolaire des enfants de l'école Île-de-Mars. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. Sur la petite enfance, Christina Gomez-Viegas rapportera cette délibération. Il s'agit d'une aide au fonctionnement de la Capucine. Merci, monsieur le maire. Le lieu d'accueil enfants-parents, la Capucine, fonctionne dans les locaux de la Ronde des Couleurs depuis le 8 octobre 2028. Les enfants de 0 à 6 ans, toujours accompagnés d'un adulte, parents, grands-parents, ainsi que les futurs parents, ils sont accueillis dans le cadre des actions de valorisation de la fonction parentale. Cet accueil est assuré par 2 professionnels, une psychologue et une accueillante. Afin d'aider au fonctionnement, le département octroie une subvention annuelle de 100 € par demi-journée d'ouverture dans les limites de 20% du montant total du budget de l'AEP. Ainsi, pour l'année 2022, la subvention s'élève à 4 740 €. Il est donc proposé à monsieur le maire de signer cette convention de financement. Merci beaucoup. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté. Merci infiniment. Sur le personnel municipal, nous prenons donc la 26, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, appelé RIFSEP. Et je laisse la parole à Dolores Rodriguez. Bonsoir. Dans le cadre de la mise en place obligatoire du RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise, de l'engagement professionnel, le gouvernement nous a imposé de mettre en place ce nouveau régime indemnitaire après décret du 20 mai 2014. Pont-de-Claix, en tout cas depuis 2014, n'a pas fait figure de bon élève. C'était une loi qui forcément ne nous convenait pas. Donc nous n'avons pas fait, comme certaines communes qui ont déjà mis ce RIFSEP en place depuis très longtemps, nous avons joué la montre jusqu'au moment où la trésorière nous a quand même intimé l'ordre de le mettre en place en nous menaçant en tout cas, en nous brandissant le souci de pas payer les agents. Donc du coup, on avait jusqu'au mois de juillet 2022 pour le mettre en place. Nous avons, en accord avec les organisations syndicales, demandé un délai qui nous a été accordé, nous laissant le temps de mettre en place la concertation que nous imaginions pour ce sujet.
Donc, ce régime indemnitaire lié à la fonction, il a été progressivement mis en place dans les collectivités territoriales en fonction de la parution des arrêtés d'équivalent avec le corps de la fonction publique d'État. Il faut savoir que les collectivités territoriales ne peuvent pas aller en deçà des régimes indemnitaires, en tout cas du statut de l'État. Ce dispositif se compose de 2 éléments, l'IFSE, l'indemnité de fonction, de juridiction et d'expertise, et un complément indemnitaire appelé CIA, qui est lui lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, exclusif de toute prime autre et indemnité de même nature. Nous avons été tenus, au regard du principe de parité, de répartir les postes dans des différents groupes de fonctions par catégorie statutaire en prenant en compte le niveau de responsabilité, d'expertise requise dans l'exercice des fonctions, de mettre en place le CIA tenant en compte l'engagement professionnel et la manière de servir, le montant pouvant toutefois être inférieur au plancher prévu par la fonction publique d'État. De s'appuyer pour le versement du CIA sur le compte-rendu de l'entretien professionnel, de respecter les montants plafonds cumulés IFSE plus CIA des différents groupes de fonctions. Il nous a apparu essentiel de définir équitablement et par le haut l'attribution du régime indemnitaire fixe. Pour une même mission, le même régime indemnitaire, à travail égal, salaire égal. Nous nous sommes inscrits dans une longue démarche participative, 2 phases de groupe de travail. Janvier-février sur la détermination des critères de cotation, mai-juin sur la consolidation des cotations et la ventilation des groupes de fonction. 54 agents ont participé, je tiens ici à les remercier. 7 réunions du dialogue social ont été organisées. Lors de la réunion du 4 juillet, les 2 organisations syndicales présentes informaient que 30% des agents vont bénéficier du système de maintien, ont validé ce mécanisme favorisant l'équité. On peut tous le retrouver dans le compte-rendu du 4 juillet. Premier séminaire des encadrants, plusieurs temps de travail avec les chefs de service, la DGRH et le CODIR. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des personnels encadrants et des chefs de service parce que c'est un travail énorme, on ne se doute pas. Donc, nous avons, depuis décembre 2021 à octobre 2022, mis à jour toutes les fiches de poste. On a déterminé les critères de cotation de ces postes. Cotation des postes en fonction et en lien avec les chefs de service et validation des directeurs en fonction du barème. Ventilation des postes en fonction de leur total de points dans les groupes de travail de fonction. Si le poste relève de la catégorie A, par exemple au tableau des effectifs, il est ventilé dans un des 4 groupes de A. Catégorie B, pareil, on fonctionne comme ça en groupe. On a déterminé les montants en fonction. Les montants ont été définis dans les autres collectivités territoriales. On a fait un état des lieux pour voir ce qui se passait. Pont-de-Clé aura le montant le plus élevé sur une strate des villes de plus de 40 000 habitants. L'enveloppe qui a été allouée, elle n'est pas neutre parce que, effectivement, et heureusement, il y a eu la revalorisation du point d'indice. Maxime Nafosi l'a dit tout à l'heure. Il y a eu aussi, qui n'est pas neutre, l'augmentation du SMIC. Et aujourd'hui, nous allouons une enveloppe de 200 000 euros. La volonté de revaloriser en priorité les catégories C, 58% de l'enveloppe est dédiée à la revalorisation des postes de catégorie C. Au total, 70% des agents gagnent du RI, les 30% restants bénéficient d'un maintien de salaire, possibilité de faire appel de la cotation du poste lors d'une commission recours en octobre. La grande différence avec ce régime indemnitaire, et j'espère que je serai un peu clair, c'est qu'on ne cote pas, on n'alloue pas un régime indemnitaire à un agent, on l'alloue à un poste. C'est-à-dire que si demain c'est un autre agent qui vient, c'est lié au poste et non à l'agent. L'assiette des bénéficiaires. Nous avons élargi l'assiette des bénéficiaires. Titulaires, stagiaires et contractuels de droit public sur besoin permanent
C'est une revendication syndicale depuis très 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 longtemps. Nous y avons répondu favorablement, ce qui correspond à une attribution de régime indemnitaire à 145 agents de plus. Une part fixe liée à l'expertise au niveau de la responsabilité et de la formation, 95% du régime indemnitaire. Une part variable vue à minima, qui est liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir, c'est 5% du montant de l'IFSE. Cette part variable sera versée à tous les agents ayant une manière de servir satisfaisante, et nous la conditionnons uniquement, c'est relatif, nous la conditionnons aux agents n'ayant pas de sanctions disciplinaires pendant l'année en cours. Voilà. Ce versement, on aurait aimé, ça a été vu, on s'était la semaine dernière, on aurait aimé qu'il soit versé sur la paye d'octobre. Je vous remercie, je sais que c'est pas simple. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci infiniment pour cette présentation complète et claire de ce sujet qui n'est pas simple. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Alors je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité du conseil municipal de Pont-de-Claix. Bravo, Madame la maire adjointe, pour ce travail. La modification du tableau des effectifs, la 27. J'en perds mon micro. Du coup, c'est la décotation. Je veux dire, on supprime un poste de B pour créer un poste de A. Et l'agent recruté est un agent qui va s'occuper de la prévention de la délinquance. Voilà, et rattaché auprès du DGS. Merci. Y a-t-il des demandes d'explication? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. La délibération 28, le nombre de représentants du personnel en vue des prochaines élections professionnelles. Il s'agit d'un rectificatif. Oui, c'est en fait le rectificatif, je ne sais pas, il était dans les mots, dans la forme. On avait déjà délibéré sur la volonté de maintenir le même nombre, donc 6, et maintenir surtout la parité qui nous semble importante parce que la loi de modernisation de la fonction publique, elle vient exploser le nombre de représentants du personnel et nous, le dialogue social, c'est quelque chose auquel on tient. Très bien. Donc je vous propose de voter cette rectification. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Il s'agit de m'autoriser à verser directement sur le compte bancaire individuel d'un agent l'équivalent du reste à charge de l'achat d'un appareil auditif. Oui, monsieur le maire, dans le cadre de l'intégration des personnels handicapés, nous avons reçu de la FIPH une grosse subvention il y a 2 ans. Je crois que c'est 180 000 € de mémoire sur 3 ans, qui nous permet de maintenir dans l'emploi les travailleurs handicapés. Et voilà, donc du coup, c'est fait aussi pour ça, pour aider au plus près les agents en difficulté. Merci, bien sûr. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient? Unanimité. Le rapport d'activité de l'élu mandataire à la SPL de l'énergie et du climat à la SPL ALEC pour l'exercice 2021. La parole est à Michel Langlais. Oui, bonjour à tous. C'est une délibération qu'on a donc chaque année, puisque nous sommes actionnaires de la société publique locale ALEC, qui a pour mission d'accompagner la métropole et ses communes dans le cadre des missions en relation avec l'énergie et le climat. Donc, je vous fais un petit rappel des activités principales de l'ALEC. Les habitants qui sont accompagnés pour obtenir des conseils sur les économies d'énergie, rénover leur logement via le programme de rénovation mur-mur, changer leur appareil de chauffage au bois non performant avec le dispositif Primaire Bois et d'autres activités. Elle accompagne également les collectivités qui souhaitent suivre leur consommation d'énergie, améliorer l'efficacité énergétique de leur patrimoine, recourir aux énergies renouvelables, sensibiliser leurs usagers au changement climatique, former leurs agents.
Et elle accompagne également des entreprises qui souhaitent réduire leur consommation d'énergie, rénover leurs bâtiments, installer des systèmes de chauffage performants. Donc l'activité est en forte hausse au sein de l'ALEC. On a notamment dans les chiffres qui nous sont présentés dans la délibération, une augmentation des effectifs de près de 25% en un an. Et donc une réorganisation a été préparée et déployée cette année, en 2022. Et de nouveaux locaux ont été pris également fin 2021 à Saint-Martin-d'Air, dans le bâtiment voisin de celui du siège social. Les relations contractuelles et financières entre la SPL ALEC et la ville de Pont-de-Claix, la commune a souscrit au service public de l'efficacité énergétique et elle a également signé une convention via une contractualisation de 10 jours d'études supplémentaires pour réaliser des études de conseil, d'orientation énergétique sur 4 bâtiments, le multi-accueil et la maternelle Jean Moulin, le bâtiment historique de l'élémentaire Jules Verne et le foyer municipal. Pour ce dernier, l'étude et les préconisations apportées par l'ALEC ont conduit à la décision de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique. Vous avez pu constater durant les conseils municipaux d'hiver à quel point c'était nécessaire. Un petit mot sur la gouvernance. Je rappelle que nous sommes titulaires de 80 actions au sein de la société, au même titre que 4 autres communes, Grenoble, que 3 autres communes, pardon, Grenoble, Saint-Égrève et Saint-Martin-d'Air, au contraire d'autres communes qui sont également actionnaires mais qui ne possèdent qu'une action. Et donc à ce titre, nous siégeons au conseil d'administration de l'ALEC, où il est parfois difficile de réunir tous les représentants de la métropole, monsieur le maire. Un dernier mot sur l'organisation de la SPL. Cette année, en 2021, pardon, il a été réuni un comité opérationnel qui réunit à la fois des administrateurs et des techniciens de la SPL et qui permet de préparer, étudier et suivre les marchés en cours avec les actionnaires, de suivre les sujets ayant trait à la vie sociale de la société, de formuler des avis sur les projets d'opération ayant un montant supérieur à 15 000 € et d'assurer un rôle de veille et d'alerte sur les aspects déontologiques. Voilà, je vous demande donc de prendre acte des rapports de la société. Merci. Est-ce que ça appelle des questions sur la SPL, son travail? Non. Merci pour votre remarque. J'en profiterai demain à dire aux élus métropolitains, dans leur diversité, la nécessité qu'ils soient présents dans ce conseil d'administration. Merci. Donc on prend acte. On ne le vote pas, on prend acte. C'est ça? Oui. Bon. Oui. Donc on vote la délibération qui prend acte. Donc je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le rapport annuel de l'élu mandataire pour la SPL OSE. Michel Longley. Oui, de même, nous sommes membres de la société publique locale OSE, qui a pour objectif la rénovation énergétique des bâtiments, qui nous a accompagnés dans des projets passés. Et nous sommes dans cette société actionnaire minoritaire. Juste un mot sur l'année 2021 qui a vu l'entrée de 9 nouveaux actionnaires et pas des moindres, la métropole de Lyon, les villes de Lyon, Thoiry, le Bourget du Lac, Charbonnières-les-Bains, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Loriol-sur-Drôme, Villeurbanne et Voiron. Et donc vous avez en juin à la délibération le rapport de la société. Merci beaucoup. On prend acte là aussi, donc je mets aux voix la délibération, en tout cas la prise d'acte, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le plan de sobriété mis en place par la commune de Pont-de-Claix pour lutter contre la hausse du coût des matières premières. La parole est à Michel Longley. Oui, une délibération qui fait suite aux crises que nous vivons ou que nous venons de vivre, qui a perturbé nos chaînes de production en matière énergétique. Nous sommes face à une crise qui est brutale et inattendue. Le coût de l'énergie a bondi de 30 à 300% pour les collectivités locales et ces hausses risquent de s'inscrire dans la durée.
À ces hausses est associé le risque de rupture d'approvisionnement et par conséquent des coupures en cas de consommation non maîtrisée. Le gouvernement et sa première ministre ont demandé au cours de l'été la mise en œuvre de plans de sobriété. Cela vise la réduction de 10% de nos consommations d'énergie, de leurs coûts, et qui permettent de réduire notre dépendance énergétique à des puissances extérieures. Plus concrètement, pour notre commune, on estime le surcoût pour la seule année 2022 à 100 000 € supplémentaires, répartis en fonction des hausses des prix des différents postes de consommation, électricité, gaz, réseau de chaleur. Cela implique pour la commune de réagir en fixant des lignes directrices qui visent à réduire à court terme la consommation, favoriser à long terme des investissements qui sont vertueux en matière de réduction de la dépense énergétique. Donc dans la délibération, vous est rappelé ce qui est déjà mis en œuvre, la réduction de la durée de saison de chauffe, démarrage au retour des vacances de la Toussaint, sauf pour l'EHPAD et le pôle petite enfance, l'optimisation des consignes de chauffage des bâtiments non utilisés, la limitation au recours de la climatisation. Et donc, nous proposons la mise en place d'un plan de sobriété avec la diminution des températures de chauffe pour se rapprocher de la réglementation. Petit rappel sur la diminution de 1 degré qui permet d'économiser 7% de l'énergie. Une mise en place d'un protocole de gestion de chauffage afin de prévenir les difficultés d'usage. L'extinction de l'éclairage public dans des zones où cela est possible, avec une étude de la diminution de l'intensité lumineuse dans les stades. Une rationalisation de l'utilisation des bâtiments publics, que ce soit le foyer municipal ou encore le ramassage des enfants pour le départ au centre aéré. En parallèle, dans la délibération, vous trouverez la poursuite des investissements en faveur de la transition énergétique que nous menons. Donc vous trouverez le plan de rénovation de l'éclairage public. La première tranche de cette rénovation a permis le remplacement durant l'été de 240 points lumineux, permettant un gain de l'ordre de 90 MWh par an, soit plus de 10% de nos consommations à ce poste. La mise en place d'un schéma directeur des bâtiments qui permet d'allier rénovation et performance énergétique. Donc je l'ai rappelé tout à l'heure, le premier bâtiment concerné sera le foyer municipal. Et le développement de production d'énergie renouvelable, à l'image de ce qu'on peut faire sur le toit de la piscine Flottibule avec notre centrale thermique. D'autres investissements permettent la réduction de la facture énergétique, notamment la rénovation de la machinerie à Flottibule, qui a permis de diviser par 2 la consommation d'eau et de 25% la consommation d'électricité. Et enfin, la chaufferie bois, mise en œuvre en lien avec la métropole, qui permettra ainsi de convertir nos sources d'approvisionnement et d'œuvrer à la réduction de la facture. Et pour terminer, ce plan, bien sûr, sera accompagné d'une communication à destination de tous, commission municipale concernée, lettre de Monsieur le maire aux habitants, lettre aux parents d'élèves, aux associations, aux représentants syndicaux des agents, aux directrices et directeurs d'école et aux familles des résidents de l'EHPAD. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint. J'invite évidemment tous les élus à porter cet effort collectif en matière de sobriété, qui est essentiel dans la séquence qui s'ouvre. Les habitants le font eux-mêmes, de par l'angoisse qu'ils ont de l'augmentation des factures énergétiques. Donc le retour à des réflexes finalement simples et historique est évidemment particulièrement nécessaire. Cela doit nous amener à changer aussi nos habitudes en la matière de façon durable, car effectivement, nous voyons bien que nous avons tous en tête la nécessité de réduire nos consommations énergétiques. C'est dans les grands schémas directeurs. Voilà, nous avons l'occasion en plus, par ce biais-là, d'agir. Donc je le dis, on va de fait être dans une situation, et ça a été très bien dit par Michel Langlais, à être un peu plus, sans rentrer dans la police du chauffage, mais
être un peu plus dans une forme de rigueur collective sur les températures de consigne. Donc j'invite tous les élus à porter ce discours et ne pas porter forcément un double discours. C'est-à-dire de le porter ici et puis lorsqu'on est dans un gymnase de dire c'est pas possible, c'est inacceptable, il faudrait que ça soit plus chaud, etc. etc. Dans les écoles aussi. Hein. Donc voilà, parce que encore une fois, les températures à la maison parfois sont plus faibles que dans les températures dans les écoles. Donc voilà, on a besoin, on n'est pas à l'abri de coupures énergétiques. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Donc essayons là aussi collectivement de jouer ce jeu. Toutes les collectivités le font, quelle que soit leur sensibilité politique. Donc le discours que je tiens, c'est le discours que tous les maires tiennent. Donc j'invite de ce point de vue-là à la concorde et à la cohésion collective, parce qu'on pourrait toujours trouver des exemples de communes qui font exactement la même chose, mais sur lequel là on trouverait tous les compliments, et puis ici de ne pas les trouver. Donc voilà, il faut de ce point de vue-là se serrer les coudes. La parole est à Jérémy Giono. Oui, du coup, avant de poser mes questions, j'ai une demande, c'est si on peut éventuellement, comme j'en avais discuté avec le directeur de cabinet, inclure notre question orale dans ce débat-là. Comme finalement les deux choses se sont un peu rencontrées, nickel, comme ça on fait une seule discussion sur ce sujet-là, ça évite de ressauter. Alors j'avais 3 petits éléments avant de revenir sur les questions des achats d'énergie. Premier élément, bon, une petite astuce, mais effectivement il y a du renouvellement d'éclairage public, du coup c'est très bien. Pensez à baisser les abonnements, mais ça les collègues de l'ALEC ils doivent savoir vous le dire, mais comme on est sur du LED en général qui consomme moins, il y a un truc auquel on pense pas des fois, c'est réduire les abonnements. Il y a quelques centaines d'euros à récupérer là-dedans, mais bon, ça c'est, je dis ça sous une autre casquette. J'avais une question sur le chauffage urbain, parce qu'on nous annonce effectivement une augmentation qui est assez importante. Et du coup, si on peut avoir un peu des éléments, j'avoue que j'ai été interpellé il y a 3 semaines, un mois à peu près, par une usagère du chauffage urbain, mais en l'occurrence pas de Pont-de-Claix, qui me disait ça va augmenter, mais comment ça se fait alors qu'on est sur du bois, plaquettes forestières, donc... globalement, bon, on imagine bien que tous les coûts de fabrication augmentent, mais évidemment, mais on n'est pas sur du gaz ou principalement ou ce genre de choses. Donc, si on peut avoir un peu une décomposition de cette augmentation qui finalement se rapproche de celle de l'électricité dans ce que va subir la ville, si je comprends bien. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce qu'on pourrait avoir un bilan alors on l'avait eu à d'autres moments, mais de l'installation solaire thermique sur la piscine, parce qu'on voit bien que le solaire thermique pour chauffer l'eau des bassins, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais du coup, en termes d'efficacité, de rendement, d'efficacité saisonnière aussi, du coup, est-ce qu'on pourra avoir des éléments un peu plus précis ? Donc, ceci étant dit, j'en viens à la question qu'on avait prévu de poser sur le volet sobriété et sur le volet gestion des prix. Parce qu'en fait, il faut bien mesurer que, évidemment, il faut bien qu'on ne mélange pas les choses. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'efficacité énergétique pour la planète dans les consommations d'énergie. Et donc ça, évidemment, c'est un sujet majeur qu'il faut prendre à bras-le-corps depuis des années. Et donc évidemment qu'on peut faire de cette situation une opportunité, entre guillemets. Mais en vrai, la réalité, c'est qu'on est étranglé par les prix. C'est qu'on est étranglé par un mécanisme de marché spéculatif, parce que j'ai envie de dire la guerre en Ukraine a bon dos avec les histoires du gaz, hein, mais globalement quand on regarde les courbes, l'explosion des prix elle a commencé bien avant, hein, plusieurs mois avant. Donc avant que le premier obus tombe sur le sol ukrainien. Donc ça, et en fait cette explosion des prix, elle est liée au mécanisme de calcul des prix sur le marché européen, qui est un mécanisme spéculatif. Alors, je ne rentre pas dans les détails, petit instant promotion, s'il y en a qui veulent savoir comment est calculé le prix de l'énergie année après année, on a un excellent article sur le site du Travailleur Alpin qui revient là-dessus. Mais blague à part, en fait, on est sur finalement des mécanismes où on oblige EDF à vendre 25% de sa production électronucléaire à perte. Je dis bien à perte, à des revendeurs privés, pour ensuite racheter ce qui lui manque sur les marchés privés, des systèmes de calcul des prix qui sont fixés sur le gaz. Alors ça, c'est mieux connu depuis quelques temps, puisqu'on prend, pour calculer le prix, l'écrêtement, donc vraiment le prix de pointe, donc évidemment l'énergie la plus chère. Enfin bon, je passe sur tout ça, mais en fait, on voit bien
qu'on a un problème plus global sur la question de la définition du prix. Et j'en viens sur en quoi ça nous concerne en tant que collectivité. Parce qu'évidemment, les particuliers ils ont toujours la possibilité de retourner vers EDF et les tarifs réglementés, même s'il y aurait encore à dire sur le calcul de ces tarifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où finalement, énormément de particuliers reviennent vers EDF, parce que au moins on est protégé, en tout cas un peu plus, on va dire, que quand on est sur le tarif de marché. Mais les collectivités, elles n'ont pas cette possibilité-là. Parce que le gouvernement nous a imposé, il y a quelques années, de passer par des marchés publics. Le gouvernement a imposé aux collectivités d'aller acheter au travers de marchés qui sont, y compris très compliqués à construire, d'aller acheter l'énergie sur du marché privé. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, qui dit marché de dupes en l'occurrence, et en fait, on se retrouve avec des factures qui explosent sans avoir la possibilité de revenir finalement à un tarif régulé. Donc Pont-de-Claix est dans un groupement d'achat avec d'autres collectivités. Nos voisins sur Échirolles, ils ont posé un acte fort sur le calcul des prix avec la suspension du paiement des factures pour renégociation a priori de ce que j'ai suivi pour non-respect du cadrage des prix par l'opérateur. Et donc, est-ce que finalement, on pourrait envisager des actions fortes aussi, et pourquoi pas de l'ensemble des communes de ce groupement d'achat, d'une part. Donc ça, c'est un premier élément. Et est-ce que aussi, je pense qu'on doit réclamer un peu plus fort que ne le fait le vœu qu'on votera en fin de conseil, la possibilité pour les collectivités d'un retour aux tarifs réglementés, parce qu'au moins on sait de quoi on parle, on peut se projeter, et en fait c'est aussi ça qui est cohérent pour une énergie qui est faite pour un monopole, puisqu'on ne va pas construire plusieurs réseaux d'électricité en parallèle, ça n'a pas de sens. Et donc c'est bien cohérent quand c'est un monopole public qui gère tout ce chantier-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Patrick Durand. Oui, merci. Quelques éléments en complément. Déjà, malgré tous les efforts et toutes les réflexions qu'on peut avoir, si politiquement on n'arrive pas à sortir l'eau et l'énergie dans tous ces aspects du business, pour parler, on est dans une spirale infernale. Donc je partage tout ce qu'a pu être présenté et dit, y compris même en premier point sur les efforts. Crise ou pas de l'énergie, je trouve qu'ils sont justes et qu'il faut qu'on aille plus loin. Et à ce titre-là, ça pourrait être aussi intéressant que sur la ville, on ait aussi une adresse aux commerçants, aux industriels, pour aller aussi dans ce sens-là, même si c'est de leur responsabilité. Je pense notamment aux enseignes lumineuses. Mais quand je disais que si on ne sort pas l'énergie du système financier, et ça fait 20 ans qu'on est dedans, on voit bien, on nous avait vendu le produit en disant que la facture allait baisser, et on voit bien la situation. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe nous conduit à cette réflexion-là. Et ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Europe. Après, la question, juste pour information, par exemple, du gaz, il y en a dans les tankers, ils sont pleins, ils sont au large des ports, et en fonction du prix, ils vont à Dunkerque, ils vont en Chine, et ça fait des années qu'ils font du business avec le gaz, y compris le gaz de schiste. Donc on a aussi des questions, sans devenir un spécialiste, on a des questions sur lesquelles il faut être attentif, parce que dans tout ce chantier-là, les Américains sont en train de nous placer le gaz de schiste sur lesquels on a refusé avec toutes les problématiques que ça pose. Mais sur la question d'énergie, et quand je dis eau et énergie, on a une vraie question aujourd'hui de fond, et il faut qu'on travaille à ces questions-là. Il est pointé dans l'aberration la question de l'eau, du refroidissement des centrales. Mais aujourd'hui, la baisse des cours d'eau est relativement importante. Un fleuve comme le Rhône, aujourd'hui, on est à 40% de baisse de débit. Donc, on a besoin de réfléchir, parallèlement aux questions énergétiques, comment on travaille sur la conservation de l'eau. Alors, on est une région, peut-être, qui paraissant, on pense qu'on est relativement bien placé, mais ces questions-là, elles sont importantes parce qu'elles se rejoignent sur la finalité. Et dernier point, sur la question des coupures, on revient à quelque chose de simple. Conseil national de la résistance, dans des sensibilités politiques très différentes, sous l'impulsion du général de Gaulle, je ne sais pas où il est, il a dû tomber le placard parce que je ne l'ai pas vu. Mais c'est pas grave. Ah oui, il est tout petit. Non, sous l'impulsion il y a eu un vrai plan de reconstruction, de construction et de construction en France, de moyens de production, avec toutes les possibilités étaient ouvertes, y compris de grands barrages hydrauliques. La question aujourd'hui, c'est que l'État, depuis plusieurs années, n'a
rien engagé, y compris sur les énergies renouvelables. Alors on va à grands coups de balancier, avec des aspects financiers d'aide qui sont pas toujours cohérents. Et puis par exemple, on abandonne la filière photowatt, l'usine qui est à Bourgoin-Jallieu, et on continue à faire venir des panneaux de Chine, alors qu'on avait la possibilité. Donc il y a toute une série de choses, on a besoin, et c'est juste de s'occuper des économies d'énergie et d'y travailler. Et je pense, crise ou pas crise, il faut avancer. Mais on a besoin aussi de réfléchir comment on s'invite dans le débat sur les questions énergétiques, hein, parce que nous faire peur avec la question des coupures, hein, oui, ben si toutes les centrales avaient été maintenues en état d'exploitation, et qu'on soit pour ou contre le nucléaire, la centrale de Fessenheim, aujourd'hui, on paye argent comptant, et les Allemands sont en train de revenir en arrière, parce qu'on n'a pas engagé d'une vraie réflexion, et je dis bien en Europe. Alors, la dernière chose que je dirais, ils sont en train de réfléchir, de nous faire un coup d'esbrouf, pour les spécialistes, de travailler sur la fréquence. En diminuant d'un point la fréquence de 50 à 49, on baisse la consommation. Donc, et ça vaut pour tous les pays européens. Donc, on a besoin, à tous les niveaux, alors ça nous éloigne peut-être du conseil municipal de Pont-de-Claix, mais n'empêche que cette question, il faut qu'on soit attentif, parce qu'il ne faut pas qu'on la laisse aux financiers. Et je pense que la crise qu'on vit aujourd'hui, il y a une demande qui est faite au niveau national par toutes les organisations syndicales de l'énergie de faire un bilan de la déréglementation et de réfléchir comment on avance politiquement ce sujet-là. Et ce sujet-là, il n'est pas déconnecté de la question des barrages hydrauliques, de la gestion de l'eau. Voilà un peu. C'est peut-être plus largement le conseil municipal de Pont-de-Claix ne va pas y arriver tout seul, mais je pense qu'on a besoin d'être attentif à tous les lieux de décision et les lieux de débat, parce qu'ils sont hyper importants, y compris dans la période, parce qu'on est en train de on parle de tout sur les questions énergétiques, mais il n'y a pas un journaliste qui vient sur la question du bilan de la déréglementation et comment on peut sortir et redonner la maîtrise publique. Alors on parle de l'eau, de l'énergie, mais ça peut être sur la santé. Le débat est largement et vaste, et on est en plein dans ces questions-là. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? À ce stade, non. Je vais laisser la parole à Michel Langlais pour des premiers éléments de réponse. Merci, monsieur le maire, pour la patate chaude. Je vais vous rejoindre en fait sur la plupart de ce que vous avez dit. Je pense qu'autour de la table, nous partageons cet avis, ce constat sur les décisions, les stratégies qui ont été prises dans les années passées et qui nous conduisent aujourd'hui, nous, communes et habitants, à faire des efforts subis. Même si la délibération, elle est ici pour montrer que la stratégie de sobriété, on y travaillait déjà avant la crise qui a pu arriver cette année. Donc des choses avaient déjà été mises en place, et elle présente les actions que nous allons ajouter à ce plan de sobriété. La stratégie, par exemple, de rénovation de l'éclairage public, elle a été décidée depuis 2 ans, voilà. Donc c'est vraiment, on avait anticipé ces questions-là de coût de l'énergie, et on avait pointé cette rénovation de l'éclairage public comme quelque chose d'essentiel, puisque c'est un poste important de nos dépenses énergétiques. Après, je vais répondre avec les éléments que j'ai, puisqu'on n'a pas la main dans la commune de Pont-de-Claix sur le niveau des cours d'eau. Donc sur la question du réseau de chaleur, le réseau de chaleur, c'est donc la compagnie de chauffage qui nous fixe son prix, et elle le fixe sur un indice qui est fondé sur un mix énergétique, et c'est pas uniquement des plaquettes, c'est 10 sources d'énergie. Alors je vous rejoins, l'augmentation qui est de 23%, je crois, il questionne. On l'a dit ici, et c'est une stratégie métropolitaine. Le réseau de chaleur est censé nous protéger de l'augmentation du coût de l'énergie, et le constat est qu'il nous protège peu finalement, et la question se pose, je vous rejoins, il faut qu'on soit attentif et qu'on questionne sur cette stratégie qui a été choisie, décidément. Sur la question de l'électricité, en effet, nous avons un gros point de commande avec plusieurs communes, et nous travaillons actuellement en concertation avec la commune d'Échirolles, mais aussi les communes de Champs-sur-Drac, Saint-Martin-d'Hères et Fontaine,
ainsi que le SIRD et la commission syndicale des moulins, qui sont membres de ce groupement. Actuellement, nous avons donc préparé un courrier auprès d'EDF. Les factures sont actuellement bloquées car EDF ne justifie pas ces augmentations de tarifs qui sont appliquées à ce groupement de commandes. Voilà pour les éléments que j'ai. Si quelqu'un veut compléter. Merci. Peut-être quelques mots rapides sur la question de la compagnie de chauffage. C'est vrai que le 23% est questionnant, parce que, ça a été très bien dit par Michel Langlais, dans le bouquet énergétique, il y a un certain nombre d'énergies dont le prix suit l'augmentation du prix du gaz. Il y a du charbon, il reste un peu de charbon. Il reste, le bois prend là aussi une envolée de près de 30% du prix, ce qui explique donc du coup... et on a simplement environ... on a dans la réalité environ un quart du mix qui est soumis aux fluctuations fortes aujourd'hui. Donc ce qui fait que 25% nous paraît fort, mais comparativement à ce que peuvent connaître d'autres sources, on l'a vu, l'électricité, le gaz, le pétrole, même si il baisse aujourd'hui depuis quelques jours. Sur la CCIAG, moi je suis ravi, vous me permettrez ce petit message plus en tant que président de métropole. Il avait été proposé par la ville de Grenoble d'opérer au rachat d'actions de Dalkia, de façon à faire sortir Dalkia de la gouvernance de la compagnie de chauffage, sur la base d'environ un prix d'action qui était supérieur au prix d'action qui était fixé dans les collectivités. Ce qui aurait entraîné un chèque à faire de la compagnie de chauffage vers Dalkia de l'ordre de 10 millions d'euros, ce qui correspond à la moitié de ses réserves et de sa trésorerie. Je l'ai refusé en tant que président de la métropole, considérant qu'il n'était pas de bonne gestion finalement de faire baisser l'actionnariat du privé en lui faisant un chèque finalement aussi élevé, alors qu'il pouvait y avoir une valorisation des actions beaucoup plus simplement, telle qu'on l'avait définie au précédent mandat, qui n'avait pas été acceptée à l'époque, mais Patrick Durand s'en rappelle. Et je trouve que c'est bien que la compagnie de chauffage garde cette trésorerie de 20 millions aujourd'hui dans la séquence qui s'ouvre, plutôt que d'avoir perdu la moitié de sa trésorerie. Et elle pourrait être utile peut-être d'ailleurs à des, je dirais, en tout cas en direction notamment des usagers du chauffage urbain, et peut-être à d'autres si cette crise venait à durer. Donc ça, c'est le premier point. Le bilan flottibule, évidemment, on le présentera en commission. Il y a le rapport. Voilà, rapport prochaine commission. Je rappelle juste, ça a été mis dans la presse, mais avec les collègues Michel Langlais, Mébrec Boukhersi, Maxime Ninfosi, on a fait des investissements extrêmement limités sur Flottibule, 70 000 euros environ, qui nous ont permis de réduire par 2 la consommation d'eau, et donc de gagner un retour sur investissement en 2 ans. Donc ça vous montre qu'on avait... Alors, on n'anticipait pas la sécheresse, on l'avait fait, mais en tout cas, cette bonne loi, évidemment, c'est particulièrement utile. Nous demanderons, dans le cadre du vœu, un bouclier tarifaire au gouvernement, que nous, les collectivités, nous ayons un bouclier tarifaire. Il semblerait que dans la présentation du projet de loi de finances, ce n'est pas l'ordre du jour, donc ce qu'on peut regretter. Donc nous espérons que nous puissions avoir, de ce point de vue-là, une aide particulière. Et puis je terminerai sur un point, moi, qui m'est cher, mais Patrick Durand le sait, il évoquait Photowatt tout à l'heure. C'est un vrai enjeu d'industrialisation et de réindustrialisation du territoire que d'imaginer que nous soyons une terre favorable à la construction du photovoltaïque qui soit concurrentiel de la Chine. Et nous le pouvons avec le silicium que nous avons ici, avec finalement Ferropem que nous avons, et avec sans doute quelques éléments de la filière silicium à construire. Très simplement, nous travaillons dessus, la métropole, avec Loisan, avec la communauté de communes Loisan, avec le CEA, qui est très investi pour trouver justement ces nouvelles filières, et qui nous permettront de nous dire, parce que
à un moment donné, nos concitoyens ne vont plus accepter d'acheter des panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine. Parce que c'est insupportable, parce qu'ils sont hyper carbonés et parce que de toute façon, ceci n'est pas acceptable. Donc on peut le faire et il faut qu'on le porte évidemment à toutes les échelles. Est-ce que nous pouvons considérer que ce débat est complet ou il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Alors je vous propose du coup d'adopter ce plan de sobriété mis en place par la commune de Pont-de-Claix pour lutter contre la hausse du coût des matières premières. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Merci infiniment pour votre soutien. Nous arrivons à la délibération 33 et je laisse la parole à Louise Alaïb pour le contrat de ville, dépôt de demande de subvention pour l'année 2023 concernant les projets portés par la ville. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, la ville de Pont-de-Claix est inscrite dans le contrat de ville de Grenoble-Alpes Métropole pour la période 2015-2023. Je rappelle qu'en fait, le contrat de ville était jusqu'en 2022, mais il a été prorogé jusqu'en 2023. Et une étude, on va dire un diagnostic étude, audition des différents acteurs du contrat de ville est en cours pour connaître le devenir du contrat de ville, tout simplement. Donc, pour rappel, le contrat de ville est basé sur plusieurs piliers. Le premier pilier, donc, c'est la cohésion sociale, qui regroupe les thématiques éducation, parentalité, culture, sport, loisirs, santé, prévention de la délinquance et actions socio-linguistiques. Le second pilier concerne le renouvellement urbain et cadre de vie. Et le troisième concerne le développement économique et l'emploi. Ces trois piliers donc, ont plusieurs axes transversaux qui sont pris en compte, à savoir la participation des habitants, l'accompagnement aux usagers du numérique, la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes et la jeunesse. Pour rappel aussi, donc à Pont-de-Claix, le quartier Île-de-Mars-Olympiade a été classé en quartier prioritaire QPV et les quartiers Taillefer et Grand Galet en quartier dit de veille active. Donc l'appel à projet 2023 du contrat de ville de Grenoble-Alpes Métropole est ouvert donc, du 1er au 30 octobre 2022. L'ensemble des projets déposés durant cette période sera ensuite étudié et instruit par les financeurs donc, en début d'année 2023. Comme chaque année, donc, les actions proposées doivent répondre à des objectifs spécifiques dans les trois piliers et axes transversaux du contrat de ville. Je rappelle aussi qu'il y a un travail vraiment très minutieux qui sont faits par les services ainsi que les acteurs de la ville, y compris les associations, où des bilans permettent aussi de faire des diagnostics sur les actions qui sont proposées tout au long de l'année et de mieux, on va dire, ajuster et apporter des actions qui répondent aux besoins des habitants de ces quartiers. Donc, afin de mieux répondre aux enjeux du projet de territoire dans les quartiers politiques de la ville et de la commune, un programme d'action est travaillé, comme je vous disais, par les services de la ville du CCAS et par les différents acteurs associatifs. Ces actions, en fait, elles sont basées sur des orientations donc, du document cadre, on ne peut pas y déroger, bien entendu, des orientations politiques communales et aussi, important, les éléments du diagnostic partagé mis à jour annuellement, qui permet en fait de vraiment avoir une cartographie de ce qui se passe dans nos quartiers. Pour 2023, la ville de Pont-de-Claix sera amenée à apporter plusieurs actions qui se déploieront auprès des différents publics dans les trois quartiers, avec pour objectif principal donc, le renforcement de l'action publique communale de droit commun. Il est donc proposé d'autoriser monsieur le maire à établir les demandes de subventions correspondantes sur chacun des dossiers portés par la ville dans le cadre de l'appel à projet 2023 du contrat de ville et à mettre en place les moyens nécessaires au déploiement des actions déposées. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté, merci. Sur le patrimoine et la mémoire, il est proposé de dénommer chemin de l'égalité entre la rue Stendhal et le cours Saint-André, permettant de rejoindre l'arrêt de bus Île-de-Mars. La parole est à
Delphine Chemry. Cette proposition avait été faite. La commission a choisi le chemin de l'égalité. C'est en lien avec les valeurs que portent les personnalités dont le nom est déjà inscrit dans le quartier. Nelson Mandela pour le collège et Rosa Parks pour le parc. Merci. Désormais, nous aurons donc 3 rues chemins. La rue de la Liberté, le chemin de l'égalité et la rue de la Fraternité. Voilà donc désormais au complet sur les 3 valeurs républicaines. Il nous manquera à mettre en œuvre les 4 principes, mais nous y reviendrons par la suite. On a encore un peu de travail. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté, merci. La délibération 35, la dénomination de l'arrêt de bus, l'Amphi. Delphine Chemry. Oui. Il avait été proposé l'Amphi de Pont-de-Clé, mais la commission a choisi l'arrêt de bus l'Amphi tout court. C'est afin de valoriser la proximité géographique de cet équipement culturel municipal, l'arrêt de bus permettant sa desserte immédiate. Merci. Oui. Oui, on profite du coup de ce sujet-là pour évidemment se féliciter du retour de l'arrêt de bus en question, si on ne s'est pas trompé sur le lieu. Et puis se dire que ça serait intéressant à titre indicatif que le SMAG fournisse une estimation de savoir combien ça aura coûté de démonter, vive les mariés, pardon, de démonter et de remonter ensuite les arrêts de bus, parce qu'on dit toujours faire et défaire, c'est toujours travailler, mais là, on aura quand même eu quelques années où finalement il y avait un arrêt de bus, puis il n'y en a plus eu, on l'a démonté, puis ensuite on l'a remis. Alors tant mieux, on s'est beaucoup battu pour ça. Mais s'il était resté, ça aurait été plus simple pour tout le monde, quoi. Merci. Je pense que c'était votre intervention qui les a fait réagir, en fait, Monsieur Giono. Merci. Oui, non, c'est une bonne idée. Je pense qu'on demande au SMAG s'ils sont capables de faire cette évaluation. Vous avez raison. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je mets aux voix ces 2 arrêts. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Et je vous propose que nous allions sur une venelle dans les Minotiers, aux abords du secteur Villancourt. Et la parole est à Delphine Chemry. 3 propositions avaient été faites et la commission a choisi Venelle le Petit Prince. C'est en lien avec l'école Saint-Exupéry située à proximité, dont les élèves ont participé au travail préparatoire à cette dénomination. La proximité du centre de sciences Cosmocité et le lien du Petit Prince avec l'espace, les planètes, les étoiles ont eu un sens pour les élèves. Merci. Qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Nous arrivons aux vœux présentés par la majorité municipale. Hausse des coûts de l'énergie, inflation. L'État doit soutenir l'action des communes. La parole est à Ferhat Settine. Merci, monsieur le maire. Je prends la parole au nom du groupe de la majorité. À l'entame du dernier trimestre 2022, les communes débutent leur construction budgétaire dans un contexte profondément différent des années précédentes. L'inflation, inconnue depuis plusieurs décennies en Europe occidentale, repart à la hausse et semble s'inscrire dans la durée. Ainsi, l'indice des prix à la consommation est en hausse de 5,9% au mois d'août et devrait afficher un niveau moyen de 5,5% sur l'ensemble de l'année 2022. À cela s'ajoute, sur fond de crise internationale, la hausse brutale des coûts d'approvisionnement en énergie de l'ordre de 30 à 300% depuis la fin de l'année 2021, selon la FNCCR. À Pont-de-Clé, les hausses en matière d'énergie se traduisent par un surcoût budgétaire de près de 100 000 € pour l'année 2022, ce qui réduit d'autant ses marges de manœuvre budgétaires. Afin d'y faire face, la commune s'engage à son niveau par la mise en place d'un plan de réduction de la consommation d'énergie dans le double objectif de réduire sa consommation et de freiner la hausse des dépenses en la matière. Toutefois, cette démarche ne suffira pas à absorber l'ensemble des contraintes liées à l'inflation sans fragiliser une fois encore le budget des communes.
C'est pour autant en agissant résolument en faveur du service public et de l'investissement que les communes pourront mettre en œuvre l'accompagnement nécessaire à la transition écologique, plus que jamais devant nous. L'État doit prendre la mesure dans ce contexte nouveau et donner réellement aux communes la capacité de fonctionner. À ce stade, ce n'est malheureusement pas l'orientation prise par le projet de budget présenté en Conseil des ministres cette semaine qui fait à nouveau le choix de faire des collectivités la variable d'ajustement de sa politique budgétaire et fiscale en direction des entreprises, en entérinant la suppression de la CVAE et en refusant de compenser à due proportion de l'inflation les dotations en direction des communes. Aussi, le conseil municipal de la ville de Pont-de-Claix demande à l'État de soutenir l'action des communes en matière de fonctionnement et d'investissement en compensant dès l'année 2023 l'impact de l'inflation, de protéger l'ensemble des collectivités d'une hausse non maîtrisée des coûts d'approvisionnement en énergie en étendant aux communes le bouclier tarifaire mis en place pour les particuliers. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention? Jérémy Giono. Une petite proposition d'amendement, du coup, dans la lignée du débat sur les questions d'énergie, rajouter à la toute fin, après pour les particuliers, virgule, en leur permettant de revenir aux tarifs réglementés proposés par les opérateurs historiques, point, puisque ça aurait échappé à personne, le bouclier tarifaire s'applique aux tarifs réglementés, et que c'est la question des tarifs réglementés pour sortir des fluctuations de marché qui semble aussi pertinente. Mais on ne va pas refaire la discussion tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Moi, je vous propose d'accepter votre amendement qui me paraît bien. Donc, je vous propose donc du coup de voter l'amendement et puis ensuite de voter le vœu amendé. Je mets aux voix l'amendement. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Le vœu ainsi amendé. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci infiniment. Nous sommes au bout de l'ordre du jour. Je vous propose donc, il est 20h17, de clore la séance et le prochain conseil sera le 24 novembre. Voilà, très bonne soirée à vous, merci.